Bonjour, bienvenue dans l'émission Côté Court pour la 48e édition du Festival du court-métrage à Clermont-Ferrand. Nous sommes les élèves de l'Obciné, l'option cinéma du lycée Léonard de Vinci, et aujourd'hui nous accueillons Rodolphe Populus pour son film La Dernière Neige. Bonjour Rodolphe Populus, merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui vous êtes venu nous parler de votre court-métrage La Dernière Neige, d'où vous est venue cette idée. Écoutez, déjà bonjour, merci de m'accueillir, ça me fait super plaisir d'être avec vous et de pouvoir parler du film. L'idée du film, en fait, elle vient de deux envies. C'est faire un film de monstre dans une station de ski qui a un folklore incroyable avec sa descente au flambeau, son vin chaud, ses moniteurs et ses monitrices ESF en rouge, j'en sais rien, ses avalanches, toutes ses remontées mécaniques évidemment. Et où même si ça reste un sport de privilégiés, où il y a énormément de gens qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au ski parce que ça coûte cher, je pense que c'est très ancré dans la culture aussi française. Et je sais pas, beaucoup de gens ont vu les bronzés fonds du ski par exemple. Du coup, on a un peu cet imaginaire-là. Donc, cette volonté de faire ce monstre dans une station de ski. Et deuxième volonté, c'est de parler de l'avenir de la montagne, de l'avenir du ski en fait, à l'heure où du réchauffement climatique, où il y a de plus en plus de stations qui sont obligées de fermer chaque année, de petite et moyenne altitude. Désolé, je suis un peu malade, j'ai la voix qui déraille. Mais à cause du réchauffement climatique et du manque de neige. Et c'est très imagé, c'est souvent du coup les petites et les moyennes, donc ces gens qui sont en bas, qui vont en souffrir, contrairement aux plus hautes stations qui sont en haut, qui elles vont perdurer. Et c'est assez passionnant en fait, parce que quand on se rend compte, moi je veux pas faire un film pour ou contre le ski, mais c'est interroger en fait sur comment on s'adapte à un environnement qui change, parce qu'en fait c'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois en jeu en France. Donc voilà, c'est ces deux envies-là. Pour vous, neige et film d'horreur, comment ça marche? Déjà juste, premièrement, je pense très graphiquement parlant, le rouge, le sang sur la neige blanche, est quelque chose de puissant, quoi, de très fort. Et que justement, c'est une arène, donc c'est un univers, je trouve, les stations de ski qui sont très peu exploitées par l'horreur. Dans les grandes références, il peut y avoir par exemple The Thing ou Shining, mais qui sont même pas dans des stations de ski. Et que j'ai envie d'exploiter, comme je disais, en fait, au-delà de la pure neige, tout ce folklore de la station qui est en bas, des remontées mécaniques qui vont jusqu'en haut, loin de un peu toute civilisation, et que c'est pas tant la neige que vraiment toute cette ambiance, cet univers. Et par exemple, pour le film se déroule sur un télésiège, et le télésiège a un côté qui est ouf, je trouve, de inexorable quand on avance vers quelque chose, et c'est ce qui se passe dans le film. Et du coup, on se demande est-ce qu'on saute pas, parce qu'il y a un danger à l'arrivée. Et en même temps, je sais pas si vous êtes déjà allé au ski, mais moi j'adore ce truc en fait. Enfin, c'est un délire, un télésiège, ça n'a pas de sens. On met des gens à 20 mètres de haut avec juste une barrière, assis, comme si tout était normal. Et c'est des pylônes, quand on passe, ça fait c'est des bruitages de ouf, c'est très visuel. Et du coup, c'est surtout, au-delà de la pure neige, voilà, tout cet environnement, cet écosystème de la station de ski en fait. Avez-vous une intention précise à transmettre ou souhaitez-vous plutôt laisser une libre interprétation aux spectateurs? Non, bah, c'est un peu des deux. On voit un peu guider dans le film. En fait, ce qui se passe, c'est que on se rend compte que la station a envoyé un hélicoptère chercher de la neige un peu trop haut dans la montagne et l'a ramené pour alimenter une piste en neige, en fait, pour pouvoir y skier. Et suite à ça, mais sans qu'on le relie concrètement dans le film, il y a un monstre qui arrive et qui commence à tuer des gens sur la station. Moi, l'envie, c'est en effet de relier ces deux trucs dans le cerveau du spectateur. Euh, mais pour autant, j'aime bien ne pas dire qu'en fait c'est parce que juste la montagne s'est réveillée parce que c'est nul d'envoyer un hélicoptère chercher de la neige. Mais j'aime bien cette idée, ce qu'elle explique, c'est qu'un peu ils sont allés au mauvais endroit en fait chercher de la neige. Pour moi c'est un peu comme les nains dans le Seigneur des Anneaux de la Moria qu'on creusait trop profond. Là ils sont allés chercher de la neige trop haut quoi. Et c'est interroger du coup sur ce rapport de jusqu'où on est prêt à aller pour pouvoir skier, pour sauver nos emplois, mais est-ce qu'on va pas aller un peu trop loin à un moment? Et en fait le ski ils sont concernés mais comme énormément de secteurs face au changement climatique. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'entre guillemets on prend le danger de se foncer dans le mur? Est-ce qu'on réfléchit à d'autres moyens? En réalité, c'est très compliqué parce que c'est impossible de remplacer le ski aujourd'hui, économiquement parlant. Mais voilà, c'est un peu. Donc c'est à la fois mettre cette graine-là, mais sans non plus dire c'est exactement à cause de ça, quoi. Il y a beaucoup de plans qui reviennent sur les roues qui entraînent les câbles de télésiège. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est vraiment utiliser ce cadre, ce décor que je trouve ouf en fait, assez inquiétant et qui est aussi par opposition, tu parlais de la neige, qui est aussi en opposition parce que c'est métallique, c'est vraiment industriel quoi, des pylônes de télésiège c'est jamais peint et tout, et donc ce truc très justement artificiel, industriel, humain en fait, contrairement à potentiellement justement la beauté de la neige de la montagne très naturelle. Donc toujours aussi opposer ça, c'est pour ça que j'ai voulu
insister là-dessus et pour ajouter en fait cette dimension flippante. Moi j'adore justement l'ambiance dans les films d'horreur avec les plans d'insert, on appelle ça, des gros plans sur les pylônes, etc., sur les rouages. Et montrer en fait, ça permet de mettre cette ambiance inquiétante, c'est beaucoup de son aussi, on a énormément travaillé avec Simon Joutot, le monteur et le mixeur son, pour augmenter des bruits de câbles, avoir comme sur un roller coaster, vous savez quand on va aux montagnes russes. Le pire, c'est la montée. Et pourquoi la montée, c'est le pire? C'est à cause du bruit, souvent, parce que la montée, c'est tout. Le tonnerre de Zeus, ces trucs comme ça, c'est du délire. Donc, il y a à la fois ce côté, encore une fois, opposition, construction humaine versus nature, et ce côté, en fait, super inquiétant, quoi. Et j'aime bien ce côté aussi, justement, apporter un autre regard. Parce que, quand on va au ski, on se dit pas, on flippe parce qu'on va sur un télésiège. Mais c'est tout d'un coup, rendre ce truc qu'on connaît, qu'on utilise pour du fun, pour du ski, le rendre flippant. Ça, je trouve ça cool, en fait. Quel était le moment le plus difficile à réaliser dans le film, techniquement ou émotionnellement? Donc, pas tant émotionnellement, mais du coup, ouais, techniquement, c'était vraiment la descente au flambeau. Euh... Où, en fait, du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, à un moment, il y a une descente au flambeau, du coup, qu'on a filmé, qui est au cœur du film. C'est vraiment le midpoint, c'est au milieu. C'est à partir de là qu'en fait, ça commence à partir en vrille dans le film. Et concrètement, en fait, on avait besoin de tourner notre propre descente. Quand on est arrivé le jour J, en fait, sur le tournage, on est resté 4 nuits. Il y avait une vraie descente au flambeau. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, les descentes au flambeau dans les stations, c'est un truc justement un peu très traditionnel où plusieurs fois dans la saison, il y a tous les moniteurs, les monitrices ESF de la station de ski qui font une grande descente quand il fait nuit. À l'époque, c'était avec des flambeaux, des flammes ou des lucioles. Maintenant, c'est des flambeaux LED souvent. Et ils font des serpentins comme ça. Et toute la station est en bas. Il y a un stand de vin chaud. On regarde, c'est magnifique. Nous, on s'est dit, ça peut être trop cool d'utiliser ça et que ça parte en vrille. Que justement, dans le film, les serpentins, tout d'un coup, ils se brisent et que tout d'un coup, on part en ligne droite. Et c'est ça le déclenchement. C'est super visuel. Et pareil, c'est détourner un truc qu'on connaît, machin. Et du coup, ça, concrètement, je remercie Basile Vincent, le producteur du film, grâce à qui, justement, on a pu mettre tout ça en place. C'est Basile qui recrute des moniteurs, des monitrices ESF qui, normalement, terminent leur journée à 17h30, qui, pour nous, reste jusqu'à 22h30 pour qu'on tourne la scène, de 20h à 22h30 parce qu'il faut attendre qu'il fasse nuit noire. On est début mars, donc il faut attendre 20h. On leur promet du coup un bon repas, de la bière et tout, voilà, pour les dédommager. Ils sont super sympas, il reste une quinzaine. Et à ce moment-là, c'est fou parce que nous, on a des dameuses qui sont prêtées par la station pour amener les moniteurs à un endroit. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on ne pouvait pas filmer la vraie descente qui était organisée par la station parce qu'elle ne nous convenait pas. Et nous, il fallait justement qu'elle se déroute, qu'il y ait un accident dedans. Et la piste, elle ne convenait pas. Donc, nous, on a dû en fait positionner à la fois sur le télésiège. Parce qu'en fait, à un moment, il est filmé depuis le point de vue d'un personnage. Donc, on voit en amorce le personnage principal d'Inara. Donc, tu avais sur le télésiège, il fait qu'on arrête le télésiège au mètre près pour avoir le bon angle de caméra. Donc, tu avais Isabelle, Isabelle, c'est son personnage, c'est Dinara l'actrice, qui était arrêtée, donc qui était au premier plan et on voyait la piste derrière. Derrière, on a envoyé à la dameuse les moniteurs et monitrices sur une piste qui n'est pas du tout utilisée pour ça normalement. Donc, la piste, elle était non damée, elle était dégueulasse, même eux qui sont des profs de ski. Ils sont allés à 2 alors. Dans le film, on a dû accélérer parce qu'ils sont de nuit, ils ne pouvaient pas aller vite. Et moi, en fait, on ne peut pas répéter avec eux, on n'a pas le temps, le projet, on n'a pas l'argent pour et tout. Donc je savais qu'on avait 2 prises max, parce qu'après, ils allaient en avoir ras le cul, c'est normal, c'est pas leur métier. Ils font ça gratos pour nous et tout, même si on les dédommage derrière avec un repas, etc. Et du coup, moi, je me retrouve avant à leur expliquer, ils sont une quinzaine, à leur dire bon voilà, donc vous allez vous donner un numéro de 1 à 15, et en fait, il faut qu'il y ait au milieu, on va dire le numéro 8, il tombe. Donc là, qui veut tomber? Donc là, ils sont tous ouais, vas-y, toi et tout. Il y en a un qui est un peu plus boys que les autres, qui disent voilà, ils font un peu les gros bras. Du coup, je fais OK. Donc, quand le 8 il tombe, il faut que tous les autres rompent leur formation et tracent. Et derrière, il faut que le numéro 12 il tombe aussi, en lançant un peu son flambeau. Mais moi, j'étais en mode, j'ai aucune idée de si ça va marche. Je pense pas les cascadeurs, les gars, les filles, tu vois. Ils y vont, nanan. Puis en plus, moi, je suis avec mon retour au loin. Il y a le télésiège. Il y a 1000 trucs qui peuvent merder entre leur coordination à eux, nous, la caméra, que le chef-op qui est depuis 1 heure sur le télésiège bloqué, qu'il n'y ait pas un problème de batterie, que le point, la personne qui fait le point, elle se fasse bien, que le drone, il marche bien aussi. Finalement, on a fait 2 prises, ça s'est super bien passé. Mais c'était le moment marrant dans le cinéma où même si on prépare comme on veut, on lance les dés, quoi. Et je trouve que c'est un des plus beaux moments du coup du tournage parce que il y a vraiment un moment où j'étais en mode j'ai plus aucun contrôle sur ce qui se passe. Littéralement, mon retour avec l'iPad, le moniteur vidéo, je captais même plus, donc je voyais même pas en fait. J'étais juste en mode bon allez, on espère que ça va le faire. Pour vous, quel est le moment clé du film? C'est vraiment la descente au flambeau pour la complexité de mise en scène, que elle est très belle, je trouve, parce qu'on a aussi du drone, donc en fait nous ça nous rajoutait vraiment tout d'un coup un aspect, ça donnait une dimension au film parce que plus spectaculaire, parce qu'avant ça on est vraiment avec 2 personnages sur un télésiège et la fin du film c'est en phone footage, donc là c'était un peu le moment spectaculaire du film et c'est pour moi c'est le midpoint, c'est le moment justement où l'horreur arrive. C'est le déclenchement de l'incident en fait, c'est le moment du
ah, il y a un problème en fait, c'est l'incident déclencheur. Que souhaiteriez-vous que le spectateur ressente en sortant de la projection? Bah, du kiff, hein. Non, je pense que j'aime bien qu'il y ait eu un petit ride, en fait, justement, c'est un peu ça l'idée du film. C'est commencer au début, je vous disais, le stand de vin chaud en bas, on rigole, il y a un gars qui cherche ses potes. Petit à petit, on rencontre une meuf un peu bizarre sur le télésiège, Isabelle. C'est un peu rigolo au début, puis elle a ses descentes au flambeau. Et en fait, ça commence à devenir de plus en plus inquiétant. Puis à la fin, je veux faire peur. Il n'y a pas de jumpscare dans le film, mais c'est d'être tendu, qu'il y ait de la tension. Et en même temps, il y a un message derrière un peu écologique où voilà, on interroge un peu notre rapport à la montagne, au ski, etc. Donc moi, j'aimerais bien qu'il ait vécu, soit justement passé par plein d'émotions différentes, qu'il ait un ride et surtout qu'il y ait un peu de kiff et qu'il dise ah, c'est cool, il y avait aussi un message derrière, quoi. Est-ce que la dernière neige marque une étape particulière dans votre parcours de réalisateur? Ouais, à fond, parce que c'est. Moi, j'avais pas réalisé depuis 6 ans. J'avais fait un autre court-métrage. Après, je suis passé par la production. Et du coup, c'était un peu un enjeu pour moi de me dire parce qu'on avait la chance, du coup, d'être super bien entouré avec des techniciens, des techniciennes de long-métrage qui étaient super chauds. Et moi, est-ce que, en fait, je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être bon réal, etc. Et du coup, ça s'est super bien passé. Donc, moi, ça m'a donné. Déjà, moi, les deux trucs, c'est qu'à la fois, c'est super bien passé, humainement, et aussi, du coup, je suis très heureux du film. Et je voulais aussi que ça rende de la bienveillance sur le tournage. Et aussi, moi, du coup, ça m'a donné énormément confiance en tant que créateur et de voir que je kiffais ça, en fait, vraiment. Ok, ça m'a rassuré de me dire, ok, c'est vraiment. Ça fait 6 ans que j'ai pas tourné, là, je suis réalisateur dans ma tête, limite. Ah ouais, j'adore ça, j'ai envie de faire ça. Et en plus, le tournant, c'est qu'avec Basile, le producteur, on a vraiment imaginé le film pour faire, à la fois pour qu'il vive seul, donc on est super heureux d'une sélection comme à Clermont, mais également, en fait, pour préparer le long métrage. Et du coup, on est en pleine écriture du long métrage. Et du coup, nous, c'est vraiment l'envie d'aller ensuite sur le long métrage La Dernière Neige. Comment avez-vous choisi les acteurs? Guillaume Potier, parce que je le connaissais en fait justement quand j'étais en production. J'étais producteur associé sur un long métrage qui s'appelle 37 L'ombre et la proie, où il avait le rôle principal. Et du coup, je l'ai repéré comme ça et j'ai écrit le rôle pour lui. Et Dinara, c'est mon producteur qui la connaissait, qui a rejoint le navire en plus très tard à bord. Et c'était un coup de cœur. Je lui apporte une dimension justement un peu étrange, mystique au personnage. Donc j'ai été très très heureux quoi, pour les deux, quoi. Quelle place avez-vous laissé aux acteurs dans la construction de leurs personnages? Pour le coup, c'était très écrit. On a fait à peine une petite journée de répète. On a pu parler un petit peu avant. J'aime beaucoup, moi en tout cas, laisser place à l'improvisation normalement sur le tournage. Mon précédent court-métrage, je l'avais fait avec. Donc j'étais petit, c'était en 2019, c'était avec Raphaël Quenard. Et du coup, qui est le roi de l'impro. Donc lui, ça partait dans tous les sens. Mais on pouvait se le permettre parce que c'est un appartement parisien, on pouvait faire plein de prises. Là, de la configuration de tourner sur un télésiège, c'est 3-4 prises maximum en fait. Parce que changer un plan, ça prend 1 heure. Qu'il faut faire tourner tout le télésiège, qu'il y a 1000 choses à faire, c'est pas fluide. Et du coup, ils savaient exactement, je leur communiquais les intentions, les machins. Mais on a vraiment, en fait, on a vraiment suivi ce qu'ils se disaient, quoi. Après, ils savaient, ils connaissaient voilà, leurs arcs. Enfin, ils savaient. Elle avait très naturellement, justement, Dinara, elle a apporté en fait, avec son phrasé. Elle est d'origine russe, donc elle a cet accent un peu. Elle a ces termes mystérieux, mais qu'elle a dans la vie, du coup, qu'elle a apporté. En fait, elle a elle-même apporté son aura, son charme naturel à ce perso. Là où Guillaume, justement, je le voulais parce qu'il a cette tête un peu de nounours. On est avec lui, quoi. C'est le gars, il nous embarque. Après, si tu veux même savoir, c'est même ses fringues à lui. On avait fait des essais costumes, mais en fait, c'est ses habits de ski parce qu'il a lui le mieux. Donc voilà. Avec le recul, y a-t-il des éléments que vous referiez ou alors que vous aimeriez changer? Ouais, il faut jamais poser cette question à un réalisateur. T'es malade ou quoi, toi? C'est horrible. Non, qui te dira, je pense, en fait, un film. Je crois que c'est Julien Ducournau qui disait que un film, en fait, un réal, tu le termines jamais ton film et tu l'abandonnes. En fait, c'est évidemment, t'as une deadline, tu peux pas payer les gens et les garder sur ton projet. Mais tu vois, si je le revois à chaque fois, j'aurais des choses à redire, à refaire, que je garderai pour moi. Mais j'en suis très heureux et je pense qu'on est tous très fiers avec l'équipe, donc ça fait plaisir. Mais je pense que tu laisses à n'importe quel réalisateur, réalisatrice l'opportunité de retoucher à son film, un film ne sera jamais parfait, quoi. C'est impossible, donc tu auras toujours quelque chose à refaire. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas montrer le monstre? Pour 2 raisons. À la fois, la première économique, évidemment. En fait, soit un monstre, soit il est vraiment exceptionnel et tu le montres et il a de la gueule et ok. Mais évidemment, c'était pas notre budget. Et nous, en plus, le long métrage, on est en train de définir le monstre, écrire le long, donc on voulait pas se piéger entre guillemets en présentant un monstre qui sera différent ensuite vraiment du long métrage. Même si là, on suggère un peu quelque chose avec les bouilles, etc. Et ensuite, parce que depuis les Dents de la Mer, c'est vrai que ça marche super bien de laisser place à l'imaginaire du spectateur, de le laisser en off, en hors-champ. Du coup, tu le fais exister au son, avec ses rugissements, avec ses pas, quand il renifle, quand il s'approche du corps de Guillaume. Et c'était vraiment l'idée de Mehdi des VFX. Aussi, on cherchait en fait à avoir 2 plans où on le voit un peu visuellement. Du coup, on cherchait une ombre et en fait, là, il suggère l'ombre à travers la lumière et je trouvais ça que c'était une super idée.
que les VFX sont apportés. Et je trouvais ça vraiment super, c'est plus fort, je trouve. Et comme ça, en tant que spectateur ou spectatrice, tu te l'imagines, quoi. Comment se déroulent les tournages de nuit, notamment pour l'éclairage? Alors, c'est une bonne question. Et l'éclairage, justement, on voulait, en fait, au début dans le film, il y a des plans de la station nocturne. En fait, c'est une station avec des pistes de ski nocturnes, donc on a pu utiliser en fait ces énormes lampadaires qu'il y avait, parce que sinon on n'aurait pas pu éclairer toute une piste et tout faire avec nos petits moyens, quoi. Donc ça, c'était essentiel. Et parfois, en fait, on mettait aussi du coup sur la piste, et du coup, il y a Paul Lossy qui était à qui était électro sur le film et qui passait parfois plusieurs heures tout seul, un peu loin parce qu'il fallait mettre loin, sinon c'est trop violent en fait. La source lumineuse pour qu'elle paraisse naturelle à l'écran, donc il était tout seul dans la montagne avec sa grosse source. Et même si je dis pas de bêtises, je crois que parfois on utilisait justement les dameuses parce que ça éclaire super loin et en les orientant un petit peu, ça nous permettait d'éclairer, quoi. Et pour finir, vous nous avez mentionné le personnage d'Isabelle. Isabelle semble savoir des choses. Pourquoi avoir fait ce choix de la rendre mystérieuse? Alors c'est marrant parce que j'avais pas du tout anticipé, mais il y a des personnages, des spectateurs qui s'imaginent que c'est elle la menace, que c'est elle qui limite complote, que c'est elle qui va buter Guillaume. Je l'avais pas du tout pensé comme ça. Moi j'aime bien par contre ce côté un peu de légende, voilà, il y a eu un accident avant plus tôt, elle en sait un peu, mais elle distille un peu. Moi j'aime bien, ça rajoute beaucoup de mystère et je trouve que ça fait exister en fait la station et l'univers. Moi j'aime bien cette idée de ça existe en fait avant que le film commence, ça existera aussi après. Donc j'aime bien. J'ai voulu donner cette. J'aime beaucoup en fait dans les films quand on me raconte des histoires, moi aussi, les légendes, etc. Donc ça, j'adore. Et à côté, par contre, je voulais pas en faire la grande méchante du film, c'est marrant. Voilà, c'est la libre interprétation, quoi. Merci Rodolphe Populus. Bah, merci beaucoup à vous. Merci Hein. beaucoup. C'est gentil. Quant à nous, nous nous retrouvons l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de Côté Court.